Ok, bonjour tout le monde. Donc pour démarrer, je vous propose ces petites questions pour se réveiller, pour faire suite à ce qu'on avait vu mercredi sur les pseudotypes. Donc si on veut produire un pseudotype lentiviral ou un vecteur basé sur un lentivirus, on va co-transfecter des cellules avec 3 plasmides. L'un codant pour les polyprotéines GAG et GAG-POL du VIH souvent. L'un codant pour une glycoprotéine d'enveloppe, ici les protéines E1 et E2 du virus de l'hépatite C. Et un troisième plasmide avec ce type de construction qui a des zones de LTR, comme dans le génome d'un rétrovirus, et un signal d'empaquetage PSI, une séquence d'ADN, qui va permettre l'ARN messager qui sera transcrit à partir de cette construction d'être empaqueté à l'intérieur des pseudoparticules. Donc l'idée c'est, une fois qu'on co-transfecte des cellules avec ces 3 plasmides, quelle est la structure de la particule virale qui sera produite par des cellules transfectées. Et là encore, j'ai l'impression que on a un choix plutôt aléatoire entre A, C et D. Personne n'a choisi B. Léger avantage pour C. Alors B, c'est pas B. Oui, vous avez raison, il n'y a pas de GP120 dans nos plasmides. Donc ça ne peut pas être B. Et clairement, ça ne peut pas être C non plus. D'accord? Il n'y a aucun plasmide qui code pour la glycoprotéine du VIH GP120. Donc ça ne peut pas être B ou C. Dans ce cas-là, la bonne réponse doit être quelque chose entre A et D. Dans les deux cas, ce que l'on a à l'extérieur, c'est la glycoprotéine E1, E2, du virus de l'hépatite C. Ok, ça va. Donc, c'est ça l'idée de pseudotypage. On va mettre une glycoprotéine de surface, une glycoprotéine d'enveloppe, on choisit ce que c'est. Donc, la glycoprotéine qui est sur cette plasmide-là va être intégrée dans l'enveloppe de notre pseudoparticule virale. À l'intérieur, dans A et D, on a l'ARN qui code pour la luciferase. Ça, c'est vrai parce que c'est la présence du signal d'empaquetage sur l'ARN messager qui permet à cet ARN d'être encapsidé. Et donc, le seul choix entre A et D, c'est la différence entre GAG et POL ici. Et pour choisir la bonne réponse, fallait savoir que la polyprotéine GAG code pour, entre autres, pour la protéine des capsides. Et notre petit hexagone bleu ici symbolise la capside dans le schéma. Donc c'est la réponse A qui est correcte. Donc le bleu, c'est la capside, et la capside est codée par la polyprotéine GAG. Bon, ça, vous ne pouviez pas le connaître, mais bon, vous pouvez quand même rechercher sur Internet pour savoir ce que c'est GAG et ce que c'est POL dans un rétrovirus. Ok, donc on a des particules lentivirales de ce type-là. Bon, POL, ça code pour la protéase, la transcriptase inverse et l'intégrase d'un lentivirus. Ce sont des enzymes nécessaires pour leur application du virus qui en fait vont également être impactées à l'intérieur de notre particule ici. Ok, donc on a des particules de ce type-là, de type A. Et donc, si j'infecte mes cellules avec cette particule-là, quel gène sera exprimé? Je ne sais pas. Vous voulez voter ou on le fait par main levée? Vous allez voter? Oui, ok. J'ouvre la question.
Oui, c'est bon. Donc là, tout le monde, ou presque, a bien compris, ok, c'est la luciférase qui sera exprimée. Okay. Pourquoi? Parce que une fois que ces particules-là vont infecter une cellule, c'est l'ARN qui sera livré dans le cytoplasme de la cellule, retranscrit en ADN double brin et intégré dans le, intégré dans le génome de la cellule infectée. Donc, la cellule infectée va exprimer la luciférase. Dans la particule, il n'y a pas d'acide nucléique qui code pour d'autres gènes. Donc, c'est la luciférase qui sera exprimée. Ok, donc on a compris comment ça marche et une application de ce type de particules pseudo-virales, c'était d'analyser les propriétés d'entrée, éventuellement des virus qu'on ne savait pas encore cultiver. Donc ça, ce sont des résultats que j'ai copiés à partir d'une publication parue en 2003. Et en 2003, on ne savait pas cultiver le virus de l'hépatite C. Donc, pour obtenir de l'information sur les récepteurs de ce virus, le système pseudotype était extrêmement utile. Alors, voilà. Donc, on génère les pseudotypes comme ce qu'on vient de voir, avec E1, E2 à la surface, et d'autres avec les GP120 du VIH. Et on va infecter deux lignées cellulaires, une lignée hépatocytaire, une lignée TCD4+. Donc ça, ce sont les résultats. Alors la question pour vous, c'est que représentent les différents symboles dans la figure? Il faut que je regarde moi-même. Oui, ok. Donc l'information essentielle, c'est que le GP120, c'est la glycoprotéine d'enveloppe du VIH. Le E1, E2 sont les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'hépatite C. En quelque sorte, quel virus infecte des hépatocytes et quel virus infecte les lymphocytes T et CD4? Ok, je n'ai pas tellement de réponses qui arrivent. Donc... Et effectivement, la plupart, vous avez une bonne réponse. C'est la réponse C. Ça, c'est correct. Il me semble. Hein. Attends, on va revoir ça. Donc, entre les trois symboles, les carrés blancs, là, c'est 0 dans la lignée des hépatocytes et c'est 0 dans la lignée qui exprime le CD4 et le corécepteur du VIH.
Donc les carrés blancs infectent personne. Donc ça, c'est le témoin nègre. Donc ça doit être le plasmide vide. Donc on n'a pas de glycoprotéine enveloppe. Donc c'est soit B, soit C. Et ensuite, alors le triangle, ça marche bien pour les hépatocytes. Et le rond, ça marche bien pour les cellules qui expriment les CD4. Donc du coup, c'est C qui est correct. Donc E1, E2, glycoprotéine du virus de l'hépatite C, ça permet d'infecter les hépatocytes. Le GP120 du VIH, c'est ça qui permet d'infecter des cellules qui expriment les CD4. Donc c'est pour ça que la réponse C est correcte. Donc voilà, donc on voit que le système pseudotype, ça marche comme ça. Donc le tropisme, le type cellulaire qui est infecté par le pseudotype, dépend entièrement de la glycoprotéine d'enveloppe qui est exprimée. OK. Donc ça, c'est toujours un petit peu de méthodologie. Maintenant, on va regarder un peu en termes mécanistiques comment ça marche des glycoprotéines d'enveloppe pour faire rentrer une particule virale ou au moins son matériel génétique dans une cellule. Et on va commencer par le grand exemple classique qui est le virus de la grippe. La grippe est provoquée par différents virus de la famille des orthomyxoviridae, les orthomyxovirus. Chez les orthomyxovirus, on retrouve des virus de la grippe de type A, B et C et les togotovirus. Donc, les togotovirus, c'est un peu différent. Ça fait partie des orthomyxoviridae, mais ce sont des virus qui sont transmis par des tiques qui infectent des animaux d'élevage. Ce ne sont pas des virus avec une transmission par voie respiratoire. Chez les virus de la grippe de type A, B et C, les virus de type C sont, en général, provoquent des infections asymptomatiques. La grippe symptomatique va être provoquée par les virus de type A et B. Et d'ailleurs, le vaccin contre la grippe saisonnière comprend des souches différentes de virus de la grippe de type A et B et pas de type C, parce que ce n'est pas la peine de prévenir une infection asymptomatique. Alors, toutes les pandémies grippales viennent des virus de type A, pour des raisons qu'on ne connaît pas super bien. Je ne suis pas sûr qu'il existe des virus de grippe B dans le réservoir animal. Alors, si on regarde la structure de ces virus, en microscopie électronique, la forme est ronde ou ovoïde, ou sphérique ou ovoïde, avec une enveloppe virale totalement recouverte de glycoprotéines virales. Et donc, si on schématise ça, ici, on a des particules virales avec recouvertes de deux glycoprotéines virales, la hémagglutinine, HA qui forme les trimères, et la neuraminidase, NA en tétramère. Et c'est l'hémagglutinine qui est la glycoprotéine d'attachement et d'entrée du virus. Alors, à l'intérieur de ces particules virales, on trouve plusieurs segments génomiques. Donc, on a des nucléocapsides à symétrie hélicoïdale composés d'une molécule d'ARN brun- associée avec la nucléoprotéine du virus. Donc, on a 8 segments génomiques, donc, ce qui fait qu'on a 8 petits bâtonnets qui vont être portés à l'intérieur de ces particules virales. Et donc, chaque segment génomique, en gros, il code pour une protéine virale. Et en total, si on fait la somme de la taille de ces différents segments génomiques, ça fait un génome avec 13,5 kilobases de longueur. Alors, pour ce qui nous concerne, l'attachement et l'entrée, c'est l'hémagglutinine, les trimères d'hémagglutinine qui font tout le travail. Et la structure de l'hémagglutinine, c'est comme ceci. Donc, si on regarde un seul monomère, on voit que, en fait, il s'agit de deux polypeptides distincts.
la protéine HA1 qui forme une tête globulaire qui est associée à la glycoprotéine HA2 qui est en forme de tige formée d'hélice alpha. Et l'hémagglutinine fonctionnelle, c'est un trimère, donc 3 copies de HA1 et HA2. Alors, on a des fonctions distinctes pour les protéines HA1 et HA2. HA1, c'est la partie qui va se fixer sur le récepteur. Et le HA2 est responsable de la fusion membranaire. Et si on regarde ici, ça c'est l'enveloppe virale. Donc c'est le HA2 qui est associé à l'enveloppe virale. Et le HA1, c'est à l'extérieur de la particule virale. Alors, les bases de cette structure-là, une tête globulaire et une tige allongée, formée associée en trimère, on trouve ça très souvent chez différents virus enveloppés. Donc on a ça pour le virus de la grippe et tous les virus de la famille des Orthomyxoviridae, leur hémagglutinine, c'est le même type de structure. Tête globulaire HA1 et une tige en alpha-hélice HA2. Pour les lentivirus, les rétrovirus en général, pour le VIH par exemple, là c'est la glycoprotéine d'enveloppe, la tête globulaire c'est le GP120 et une tige en alpha-hélice c'est le GP41. Et la structure fonctionnelle c'est un trimère. Et c'est pareil pour la glycoprotéine de spike des coronavirus. Chez les coronavirus, la tête globulaire, on va l'appeler S1, et la tige en alpha-hélice qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on appelle la protéine S2. Mais en termes de structure de base et de fonction, c'est à peu près la même chose. C'est le même principe. Donc, une fois qu'on a compris le mécanisme d'attachement et d'entrée de l'un de ces virus, on va comprendre dans les grandes lignes comment ça marche pour tous les autres virus de ce type, en fait. Enfin, tous les virus qui possèdent une glycoprotéine d'attachement qui a un peu la même structure. Alors, pour le virus de la grippe, l'attachement et l'entrée se font en deux temps distincts. Donc, initialement, on a l'attachement sur des acides sialiques à la surface de la cellule hôte. Et suite à cet attachement, les particules virales seront internalisées par endocytose. Donc, on aura la particule virale attachée à la membrane de l'endosome. Et ensuite, c'est l'acidification de l'endosome qui va provoquer un changement conformationnel dans la protéine HA2 qui permet la fusion membranaire entre l'enveloppe virale et la membrane de l'endosome. Et du coup, les petits bâtonnets de ribonucléoprotéines qui sont à l'intérieur de la particule virale vont pouvoir quitter l'endosome et se transloquer dans le cytosol de la cellule. Donc attachement, internalisation par endocytose et ensuite fusion membranaire qui permet au matériel génétique du virus de pénétrer dans le cytosol. Donc en termes mécanistiques, qu'est-ce qui se passe? Donc dans la forme, ce qu'on appelle préfusion de la protéine HA2, c'est ce qu'on retrouve dans l'hémagglutinine à la surface de la particule virale. Les deux domaines d'hélice alpha de la protéine HA2 sont compactés. C'est comme un ressort qui est comprimé. Ensuite, après l'attachement, les glycoprotéines HA1 vont avoir tendance à tomber et c'est l'acidification de l'endosome qui va provoquer cette dissociation de l'HA1 des protéines HA2. Et ce changement conformationnel va permettre aux hélices alpha de s'allonger. Donc on enlève la pression qui garde le ressort comprimé. Donc du coup, on aura un allongement très rapide de ces hélices alpha de la protéine HA2
Et ça va projeter dans la membrane de l'endosome des petits peptides hydrophobes qu'on appelle les peptides de fusion, qui normalement sont cachés ici, c'est le petit trait jaune ici. Donc les peptides de fusion qui sont hydrophobes vont se projeter dans la membrane de l'endolysosome, donc ici c'est l'enveloppe virale, avec cette structure allongée du domaine de la protéine HA2. Mais cette conformation allongée est instable et il va très rapidement se replier sur lui-même. Et donc c'est l'association entre les domaines ici et là de la protéine HA2 qui va en fait tirer physiquement ensemble la membrane de l'endosome et l'enveloppe virale. Et donc, on aura les deux membranes qui vont s'approcher petit à petit en présence de peptides hydrophobes ici et des domaines transmembranaires de l'HA2. Et ça va déstabiliser les membranes et mener à leur fusion. Donc, dès qu'on arrive à cette étape-là, on a créé un pore entre l'intérieur de la particule virale ici et le cytoplasme de la cellule. Et du coup, ce pore va s'agrandir et laisser passer le contenu de la particule virale qui va pouvoir rentrer dans le cytosome. Et comme je disais tout à l'heure, ce type de structure de domaine de fusion en hélice alpha organisée en trimère, on le retrouve chez de nombreux glycoprotéines d'attachement. Donc pour le virus de la grippe, pour le VIH, pour un rétrovirus murin, pour la GP, la glycoprotéine d'enveloppe du virus Ebola, et pour les coronavirus. Donc, la fusion membranaire fonctionne de la même façon pour tous ces virus. Parce que, en termes de mécanistique, en termes de structure de protéines, ce sont des choses très comparables. Donc, ce type de domaine de fusion s'appelle les domaines de fusion de type 1. Okay, là où on a des trimères de hélice alpha qui sont disposés perpendiculairement à l'enveloppe du virus. Donc ce n'est pas le seul système qui existe. Chez les Flaviviridae, par exemple le virus de la fièvre jaune ou le virus de la dengue, on a totalement autre chose. Par exemple, on a des domaines de fusion qui sont en dimères, composés de feuillets bêta, et qui normalement sont plats, qui sont parallèles à l'enveloppe virale. Donc les domaines de fusion de type 3 qu'on retrouve chez les herpesvirus et les rhabdovirus, on a une sorte de mélange de hélice alpha et feuillet bêta organisés en trimère mais perpendiculaires à l'enveloppe. Donc on retrouve plusieurs vidéos, ma foi, super bien faites pour illustrer le processus de fusion. Donc on va peut-être regarder un ou deux. Donc pour la SARS-CoV-2, on a ça. Donc ça, c'est notre particule virale avec la protéine de spike qui va faire le boulot pour l'attachement et l'entrée. Et à l'intérieur de la particule, on a un génome en ARN brun plus associé à la nucléoprotéine qui forme un filament flexible qui est roulé comme une pelote de laine. Alors pour l'entrée de SARS-CoV-2, on a un récepteur d'attachement et un co-récepteur. Donc le récepteur de l'attachement, c'est la protéine AS2, qui est, je pense, en mauve. Donc ça, c'est la fixation sur l'AS2 par le domaine S1. Ensuite, on a un co-récepteur qui est une protéase membranaire, le TMPRESS2, qui va cliver deux sites entre S1 et S2. Donc du coup, les domaines S1 vont se détacher.
et on a juste les domaines de fusion S2 qui sont mis à nu, et ces domaines de fusion en hélice alpha vont s'allonger et projeter les peptides de fusion dans la membrane plasmique de la cellule. Donc cette structure-là est très instable et va commencer à se replier sur elle-même, et c'est ça qui va mener à la fusion de l'enveloppe virale et la membrane plasmique cellulaire. Et du coup, bon, bah, l'enveloppe virale fond en quelque sorte dans la membrane plasmique de la cellule. Donc tout ce qui était à l'intérieur de la particule virale passe dans le cytoplasme. OK. Donc, bon, je ne vais pas vous passer celui sur le virus de la dengue, mais c'est bien de le regarder parce que c'est un exemple de domaine de fusion de type 2. Et vous verrez que initialement, les domaines de fusion sont comme ça, plats sur la surface de la particule virale, et l'activation des domaines de fusion fait qu'ils vont se mettre debout. Et c'est comme ça que les peptides de fusion, qui sont un peu sur les bouts des doigts, vont se projeter dans la membrane de la cellule infectée. OK. Alors, la fusion membranaire et l'activation du domaine de fusion n'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Il y a toujours un événement qui déclenche l'activation des domaines de fusion. Et cela peut être différentes choses. Donc, la diminution du pH, par exemple, chez le virus de la grippe, c'est l'acidification de l'endosome qui déclenche l'activation des domaines de fusion. C'est pareil pour les Flaviviridae, pour le virus de la dengue. Ça peut être un clivage protéolytique. C'est le cas pour les coronavirus. Ces deux sites doivent être clivés pour activer le domaine de fusion S2. Ou alors, par exemple, pour le VIH, c'est une interaction avec un corécepteur qui est essentiel pour déclencher la fusion membranaire. Donc pour le VIH, donc les corécepteurs sont les récepteurs de chimiokines, CCR5 ou CXCR4. Pour un autre rétrovirus humain, c'est le récepteur au glucose. Pour le virus Ebola, c'est la protéine MPC1. Pour le SARS-CoV-2, bon, donc, le TMPRESS2, c'est un corécepteur, mais il va activer le domaine de fusion par le clivage protéolytique à ces deux sites. Ou plutôt le site S2' d'ailleurs. Donc c'est un corécepteur qui déclenche la fusion par une activité protéolytique. Donc différents mécanismes d'activation de domaine de fusion employés par différents virus. OK. Une autre chose qui est commun pour toutes ces glycoprotéines d'enveloppe formées en trimère avec une tête globulaire et une tige en hélice alpha, c'est que les glycoprotéines sont exprimées à partir d'une protéine précurseur qui va être clivée en deux. Donc pour le virus de la grippe, les HA1 et HA2 sont dérivés de la même protéine qui est la HA0. Pour le VIH, c'est le GP120 qui va être clivé en GP160, excusez-moi, qui sera clivé en GP120 et GP41. Pour les coronavirus, la glycoprotéine spike est une seule polypeptide qui sera clivée en S1 et en S2, et pareil pour le virus de l'hépatite C. Donc, à chaque fois, pour ces glycoprotéines qui sont formées en trimère, c'est la partie N-terminale qui forme le domaine de tête, la tête globulaire, et c'est le domaine C-terminal qui forme le domaine de fusion qui est associé à l'enveloppe virale. Ça, c'est toujours comme ça. Et selon le virus, différentes protéines seront responsables de ce clivage
GP160 ont GP120 et GP41, HA0 entre HA1 et HA2, etc. Donc, soit les protéases impliquées sont ubiquitaires dans toutes les cellules, donc n'importe quelle cellule infectée peut libérer une particule virale infectieuse. C'est le cas pour le VIH, le SARS-CoV-2 et le virus de l'hépatite C. La furine et la peptidase signal utilisée lors de l'expression des protéines transmembranaires est ubiquitaire ou protéines exportées. Tandis que pour le virus de la grippe, la protéase de type avec une activité trypsinique n'est pas exprimée partout dans le corps. Il est exprimé dans les cellules épithéliales respiratoires, mais pas partout. Et c'est ça qui limite un petit peu l'infection du virus au tissu respiratoire. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt la spécificité de la protéase pour la maturation de l'hémagglutinine qui apporte ou qui contribue au tropisme du virus pour l'épithélium respiratoire. Ok, donc quelques questions pour voir si vous avez bien écouté. Je vais donc lancer ça. Pas si facile que ça. Il y a des pièges dans ces questions. Attention à ne pas tomber dans le piège. Ok, je ne vois pas tellement de réponses qui arrivent, donc on va voir ce que vous pensez. Globalement, vous pensez que tout est vrai. C'est ça, ouais. Ah, vous êtes naïf, vous, hein, honnêtement. Et tout n'est pas vrai, hein. Je suis désolé. Hein. Ici, la plupart des choses sont, ouais, pas toujours faux, mais c'est pas entièrement vrai non plus. Ok, on va regarder point par point. Question 1, ça c'est une question piège, ça c'est faux. Donc, interaction avec les glycoprotéines d'attachement et les récepteurs, c'est pas suffisant tout seul pour déclencher la fusion membranaire. C'est la première étape, mais il faut autre chose. Donc, il faut soit la diminution de pH, soit un clivage protéolytique, soit la présence de corécepteurs. Donc,
juste l'interaction avec le récepteur, ça ne suffit pas, pas suffisant. Deuxième question, deuxième point, ça aussi c'est une question piège. La spécificité est assurée par la forte affinité. Là, il faut être conscient de la différence entre affinité et avidité. L'interaction est plutôt de moyenne affinité, mais pas vraiment forte. Et c'est la présence de multiples copies de récepteurs à la cellule et de multiples copies de glycoprotéines d'attachement dans l'enveloppe virale qui permet d'avoir une forte avidité dans la fixation de particules virales à la surface d'une cellule hôte. Mais ce n'est pas une interaction à forte affinité. Donc ça, c'est un peu une subtilité biochimique que je suis sûr que tout le monde adore. Donc 1 et 2, c'était faux, c'est des questions à piège. Question 3, ça c'est vrai. D'accord, mais si vous vous souvenez ce que c'est qu'un syncytium, donc c'est lorsqu'on a une cellule infectée, par exemple celle-ci, qui va fusionner la membrane plasmique avec des cellules voisines. Ben, notre cellule infectée elle va éventuellement exprimer la glycoprotéine d'enveloppe à sa surface. Et si les cellules voisines expriment des récepteurs d'entrée, ce qui va être le cas, et l'entrée n'est pas dépendante de l'endocytose, mais peut-être par la présence d'un corécepteur, mais dans ce cas-là, c'est effectivement la fusion membranaire qui peut être déclenchée entre la cellule infectée et les cellules voisines. Et ce sont des domaines de fusion des glycoprotéines d'enveloppe virales qui sont sur la surface de la cellule infectée, qui sont responsables de la formation de syncytia. Donc ça, c'est vrai, ça. Donc de façon générale, c'est seuls les virus enveloppés qui forment des syncytia et seulement une partie d'entre eux. Et question 4, oui, ça c'est aussi vrai. Après la fusion membranaire, la particule virale libère son acide nucléique dans la cellule hôte. C'est la définition de la décapsidation. Donc 4, c'est vrai. Donc là, on a fini avec des virus enveloppés. Maintenant, pour les virus non enveloppés, des virus nus, on va regarder juste deux exemples. Les Picornaviridae, des petits virus ARN brun plus, représentés par le virus de la poliomyélite et les rhinovirus du groupe majeur. Donc les rhinovirus provoquent des rhumes, donc vont vous donner des infections aux voies respiratoires supérieures. Leur récepteur, c'est la protéine de surface cellulaire LICAM1. Donc ça, c'est notre capside de rhinovirus. Et le site de fixation du récepteur est formé par une sorte de poche qui est à la base des sommets de notre icosèdre, qui sont formés des pentamères de la protéine de capside VP1. Donc la LICAM1 va se fixer ici, à la base de ce pentamère de VP1, et l'interaction va éjecter une lipide cellulaire qui est intégrée dans une sorte de poche dans la capside, qui s'appelle le pocket factor. Donc l'interaction avec l'ICAM1 va éjecter le pocket factor, et du coup, ça va déclencher une réorganisation des protéines de la capside, mais localement, juste ici, où le récepteur est fixé. Et en particulier, les domaines hydrophobes de la protéine VP4 qui normalement se retrouvent juste en dessous de la protéine VP1 à l'intérieur de la capside virale et des peptides hydrophobes de VP1 vont être projetés dans la membrane plasmique de la cellule et ça va former un pore qui traverse la membrane. Et du coup, l'ARN viral génomique va traverser ce pore et sont injectés dans le cytosol. Donc on a l'interaction avec le récepteur, formation d'un pore, et du coup l'ARN viral est injecté dans
le cytoplasme. Et ça, c'est déclenché directement après l'interaction avec le récepteur. Alors, chez d'autres... Pourquoi j'avance pas? Voilà. Chez d'autres types de rhinovirus, le groupe mineur, ils utilisent un autre récepteur. Et cette fois-ci, la particule est endocytée après l'interaction avec le récepteur. Et un peu comme le virus de la grippe, c'est l'acidification de l'endosome qui va provoquer la réorganisation des protéines de capside, qui va permettre la formation de ce pore protéique à travers la membrane de l'endosome et qui permettra de libérer l'ARN viral dans le cytoplasme. Donc voilà un exemple de attachement et d'entrée pour un virus non enveloppé. Et ça marche globalement pour les virus ARN brun plus ou virus ARN qui vont effectuer leur cycle de réplication dans le cytoplasme. Donc on libère l'ARN viral dans le cytoplasme. Mais pour la majeure partie des virus à ADN, ou également pour les rétrovirus, les voies d'attachement et d'entrée vont être plus complexes parce que leur cycle de réplication va avoir lieu dans le noyau. Donc en quelque sorte, le virus doit transporter son ADN génomique jusqu'au noyau. Et donc ça, c'est un problème plus complexe pour n'importe quel virus. Donc on aura de multiples étapes dans les voies d'attachement et d'entrée infectieuse pour la plupart des virus à ADN. Donc un exemple, c'est ce qui se passe chez les adénovirus. Donc les adénovirus sont des virus avec des particules avec cette forme vraiment typique, un capside icosahédrique nu avec des sortes de spicules attachées à chaque sommet de l'icosahèdre. Et les spicules sont formées de trimères d'une protéine de fibre. Et on va avoir d'autres protéines, d'autres acteurs importants pour l'attachement et l'entrée. Donc, ça va être des têtes globulaires de ces fibres. Les protéines de la pentamère ici, la pentone, la protéine 6 qui est à l'intérieur de la capside et la protéine de l'exone ici. Alors, l'attachement, initialement, c'est sur le CAR, le Coxsackie Adenovirus Receptor, qui sera fixé par la tête globulaire de nos protéines de fibre. Ensuite, les intégrines vont servir de corécepteurs d'entrée qui vont fixer des motifs RGD sur les protéines de pentone, ici. Et c'est l'interaction avec les intégrines et les pentones qui va permettre l'internalisation par l'endocytose. L'acidification de l'endosome va déclencher une dégradation partielle de notre protéine, de notre capside virale, et notamment la libération de la protéine 6, qui est une lysine qui va donc liser la membrane de l'endosome et qui va permettre la sortie de la particule virale dans le cytoplasme. Alors à partir de là, notre capside partiellement dégradé doit être transporté jusqu'au noyau. Et en fait, il va emprunter le réseau de microtubules. Et en fait, c'est les protéines de Hexone qui vont se fixer sur... Alors, c'est quoi les moteurs qui vont faire le transport rétrograde dans le réseau de microtubules? C'est la dynéine ou la kinésine, c'est laquelle? Oui, je crois que c'est ça, oui. Donc la kinésine, il va transporter des choses en direction antérograde et la dynéine en transport rétrograde vers le noyau. D'accord. Donc du coup, c'est la hexone ici qui va se fixer sur la dynéine et du coup, la particule virale sera transportée vers le noyau. Donc lorsque notre dynéine va libérer son cargaison, donc la particule virale, il sera à proximité du noyau. La dernière étape, c'est l'attachement de la capside au port d'entrée nucléaire
Et finalement, c'est là, sur le port d'entrée nucléaire, où la capside sera désagrégée et l'ADN viral va passer dans le noyau. Donc, pour des virus à ADN, la plupart des virus à ADN et quelques virus à ARN, la réplication a lieu dans le noyau et chaque virus qui se réplique dans le noyau doit employer un mécanisme spécifique pour rentrer dans le noyau, parce que ça ne se fait pas juste comme ça. Donc, pour les virus qui ont des petits nucléocapsides, c'est peut-être la totalité de la nucléocapside qui peut passer à travers le port nucléaire. C'est le cas pour les nucléocapsides du virus de la grippe. Donc, il y a un signal de localisation nucléaire porté sur les nucléoprotéines. Et donc, les nucléocapsides sont importés dans le noyau par les importines alpha et bêta. C'est également vrai pour les très petits virus à ADN, les Parvoviridae. Leurs particules virales sont très petites, donc toute la capside peut passer à travers le port nucléaire. En revanche, pour les adénovirus et les herpesvirus, la capside est trop grande pour passer à travers le port nucléaire. Et donc, pour les adénovirus, la capside va se fixer sur le port nucléaire et ensuite, il sera démonté à l'entrée du noyau et c'est que l'ADN qui passe. Pour les herpesvirus, un des sommets de la capside comporte une structure un peu en forme d'anneau qui se fixe sur le port nucléaire, il s'ouvre et puis l'ADN viral sera injecté via ce qu'on appelle le portail dans la capside. Donc là, la capside reste intacte, mais on a un portail qui permet à faire passer l'ADN dans le noyau. Donc on a des mécanismes d'entrée nucléaire qui sont spécifiques pour tous les virus qui se répliquent dans le noyau. Ok, donc résumé, interaction spécifique entre une protéine d'attachement et un récepteur sur la cellule hôte. Exception importante, le virus des plantes, il n'y a pas vraiment de récepteur spécifique. Et l'entrée dans les cellules hôtes est provoquée par un virus, par un vecteur. Donc on verra ça pour le cours sur les virus des plantes. Ok, mécanisme de base pour l'attachement et l'entrée pour les virus enveloppés et les virus nus, qui sont très différents. Et un dernier point, c'est que la présence de récepteurs et de co-récepteurs sur la cellule hôte, c'est un facteur très important pour le tropisme viral. C'est-à-dire, le virus de l'hépatite C va infecter les hépatocytes parce que les récepteurs d'entrée de ce virus-là sont exprimés sur les hépatocytes. Le VIH va infecter les lymphocytes T CD4+, parce que le récepteur, c'est le CD4. Donc ça, c'est vrai pour un grand nombre de virus, pas vrai pour le virus de la grippe. Là où le tropisme est plutôt dicté par l'expression de la protéase trypsinique qui permet de libérer des particules virales infectieuses. Donc sans attendre, on va finalement démarrer le deuxième. On va finalement démarrer le troisième cours. Donc, on a une demi-heure pour essayer de rattraper un peu de temps là. Donc, maintenant et pour notre prochain cours lundi, on va regarder en détail ces deux étapes dans le cycle de réplication, l'expression et la réplication du génome. Et de façon générale, ce que l'on va voir, donc ici dans mon schéma ici, j'ai les différentes classes de Baltimore représentées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et la taille de la police est proportionnelle au nombre de familles virales que l'on retrouve au sein de chaque classe. D'accord ?
Et noir, c'est pour les génomes en ADN, rouge, c'est pour les génomes en ARN. Et quand c'est dans une boîte, ça veut dire que c'est double brun. Et les petits schémas ici montrent la forme des capsides que l'on retrouve, ou la forme de la particule virale qu'on retrouve associée à chaque classe de Baltimore. Donc, pour comprendre les stratégies de réplication virale, il y a deux grands trucs, deux grandes règles générales, c'est que les virus qui ont une étape d'ADN dans leur cycle de réplication, dans la majorité des cas, ces virus-là vont se répliquer dans le noyau, là où on trouve l'ADN dans une cellule. Tandis que pour les virus avec un génome purement en ARN, qui reste en ARN tout le temps, la plupart de ces virus-là vont se répliquer dans le cytoplasme. Donc il y a des exceptions dans les deux sens, mais globalement c'est ça. D'accord ? Et en particulier pour les deux grands groupes ici, les groupes de classe 1 avec un génome en ADN double brun et les virus de classe 4 avec un génome en ARN brun plus, on peut imaginer que leur stratégie de réplication c'est basé sur l'idée que ces virus-là vont se faire passer pour un gène normal dans la cellule, tandis que les virus de classe 4 vont essayer de se faire passer pour un ARN messager et se faire traduire par les ribosomes. Ok, donc ça explique pas mal de trucs. Donc pour aujourd'hui, et probablement la moitié de lundi, on va regarder les stratégies de réplication et d'expression des génomes chez les virus à ADN. Donc on va commencer par une introduction à quelques virus à ADN. Ensuite, on va regarder la réplication et on va terminer par le contrôle de l'expression génique, donc l'expression des gènes. Donc pour nos virus à ADN, on va commencer par les virus à ADN double brun les plus simples, qui sont par exemple les Polyomaviridae. Donc les virus avec une capside icosahédrique non enveloppée, très petite, 40 à 50 nanomètres de diamètre, avec ce qu'on a vu l'autre fois, T égale 7. Donc on a un pas ici et deux pas là, ça va être T égale 7. À l'intérieur, on a un génome en ADN circulaire de seulement 5 kilobases de longueur. Très simple comme organisation. On les connaît assez bien parce que, vu leur simplicité, c'était les premiers virus qu'on a vraiment bien étudiés pour essayer de comprendre le mécanisme de réplication de l'ADN chez les eucaryotes. Et le virus SV40 était le grand modèle pour ces études. Donc, il existe les polyomavirus qui infectent l'être humain. La plupart sont inoffensifs, donc on peut les considérer presque comme des virus commensals. Mais il y en a qui peuvent provoquer des pathologies chez les personnes immunodéprimées, comme le polyomavirus BK et le polyomavirus JC. Donc, globalement, peu pathogènes, mais ils peuvent provoquer des pathologies chez les personnes immunosupprimées. Alors, on monte une marche en complexité chez les adénovirus, les Adenoviridae, qui ont, comme on vient de voir, les capsides icosahédriques non enveloppées avec cette forme vraiment très typique avec des spicules qui sortent de chaque sommet de l'icosahèdre. Donc ça, dès qu'on voit ça, on doit dire adénovirus. C'est absolument typique. Alors, il y a deux sous-familles chez les Adenoviridae, les Mastadenovirinae qui infectent des mammifères et les Avia-Adenovirinae qui infectent des oiseaux. Chez les mammifères, chez nous, les adénovirus provoquent des infections aiguës des voies respiratoires et éventuellement des gastro-entérites virales. Donc, plutôt des symptômes passagères, des infections aiguës, on va avoir des symptômes 2 ou 3 jours et puis ensuite ça va aller mieux. Donc rhume, toux,
des fois des fièvres ou gastro-entérite selon le sérotype d'adénovirus. Donc, pas vraiment de pathologie grave associée aux adénovirus, sauf des fois chez les receveurs de greffe de moelle qui sont dans un état de immunosuppression très très sévère. Donc, à l'intérieur, on retrouve un génome en ADN linéaire, ADN double brin linéaire, 30 à 38 kilobases, donc un peu plus de complexité génomique. Donc, les adénovirus infectent des cellules quiescentes, c'est-à-dire les cellules qui ne sont pas en train de se diviser, ont toujours un cycle de réplication lytique et ne sont pas associés au développement de cancer. Donc, il n'y a aucun pouvoir carcinogène ou cancérogène chez les adénovirus. Et c'est pour cette raison-là que ces virus ont été développés initialement comme vecteurs pour la thérapie génique. Le problème, c'est qu'ils sont extrêmement immunogènes. Donc, ils peuvent provoquer une forte inflammation et une forte réponse immunitaire. Et du coup, on a un petit peu tiré avantage de... Donc, pour le vecteur de thérapie génétique, ce n'est pas très bon, parce que ce qui a tendance à se passer, c'est que les personnes qui ont reçu ces vecteurs basés sur les adénovirus pouvaient avoir un syndrome inflammatoire très grave suite à les recevoir, mais en plus, on déclenchait une réponse immune contre le transgène qu'on essayait d'apporter. Et donc, l'expression du transgène n'avait pas une très longue durée dans le temps. Mais on a un peu exploité ces caractéristiques des adénovirus pour développer des nouveaux vaccins. Donc, le vaccin contre le SARS-CoV-2 d'AstraZeneca, c'est un adénovirus recombinant et ce qui exploite les propriétés un peu immunogènes de ces virus. Alors, encore plus complexe, on trouve des herpès virus, les herpès viridae. Encore des virus avec une capside icosaédrique, cette fois-ci enveloppée. Et à l'intérieur, on a un génome ADN linéaire, mais cette fois-ci, plus de 100 kilobases de longueur, donc beaucoup plus complexe au niveau génétique. Alors, pour la structure de la particule virale, si vous regardez des images qui traînent sur Internet, qui sont un peu plus anciens, on voit quelque chose un peu comme ça, avec la capside ici, puis l'enveloppe qui est un peu détachée. Ça, c'est plutôt un artefact de la préparation des échantillons en microscopie électronique à transmission. Parce qu'on met l'échantillon sur une grille métallique, on met sous vide, et ensuite, les particules qui ne sont pas si stables que ça peuvent exploser un petit peu. Donc, on a notre particule virale qui est un peu à moitié explosée. En réalité, c'est-à-dire dans un fluide biologique, la particule virale ressemble plutôt à ça. Donc ça, c'est une imagerie en cryomicroscopie électronique. Donc les particules sont dans un milieu liquide et congelées. Donc là, on a plutôt une particule qui est de forme sphérique, nucléocapside à l'intérieur, enveloppe à l'extérieur, et le tégument qui est entre les deux. Alors, on a de nombreuses herpès virus qui nous infectent, que l'on décline en 3 sous-familles, les alpha, les bêta et les gamma herpès virinae. Donc, chez les alpha herpès, on trouve le HSV1 et 2. Chez le bêta herpès virinae, on trouve le cytomégalovirus, le CMV. Et les gamma herpès virus, le virus Epstein-Barr, EBV. Et la nomenclature moderne, c'est HHV1, 2, 3, 4, 5, etc. Okay. Alors, à noter, les gamma herpès virinae, le virus Epstein-Barr, sont associés au cancer humain. Donc, le EBV, notamment associé au lymphome de Burkitt et au lymphome de Hodgkin. Donc, ce sont des virus avec un potentiel cancérigène. L'autre propriété typique des herpès virus, c'est d'installer des infections latentes.
C'est-à-dire, on a un primo-infection qui est symptomatique. Donc, pour le virus Epstein-Barr, c'est la mononucléose qui va être le primo-infection symptomatique. Mais ensuite, les symptômes vont disparaître, mais le virus va rester sous forme latente dans un type cellulaire en particulier. Donc, pour le virus Epstein-Barr, ce sera les lymphocytes B qui vont porter le virus sous forme latente. Pour le virus HSV1, le primo-infection, ça va vous donner syndrome inflammatoire autour de une infection à l'épithélium buccal. Ensuite, le virus va rester latent dans les neurones qui innervent votre bouche, donc le ganglion trigéminal et facial. Et petit à petit, le virus peut réactiver une infection lytique à partir de ces cellules infectées de façon latente. Donc, vous restez infecté pour le reste de votre vie avec de temps en temps les réactivations d'infections symptomatiques. Donc, c'est vrai pour le virus de la varicelle, c'est aussi le cas. Donc, ça, c'est vraiment la particularité des herpesvirus. Alors, les baculovirus, c'est important de connaître un petit peu sur ce virus-là parce que c'est ce que vous allez utiliser en TP. Donc, les Baculoviridae sont déclinés en deux genres, les granulovirus et les nucléopolyhedrovirus, qui provoquent un CP qui est un petit peu différent. Donc, les Baculoviridae infectent des arthropodes, n'infectent pas les mammifères. C'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez les techniquer en salle de TP sans vous mettre en danger. En termes de structure, donc on a des particules virales qui sont de forme en bâtonnet, donc on a un nucléocapside hélicoïdal, mais ce sont des virus enveloppés. Donc particules enveloppées par capside hélicoïdal enveloppé. Et à l'intérieur, on a un génome en ADN circulaire, donc quand même assez conséquent, sont à presque 200 kilobases de longueur. Alors, ces virus ont la particularité de former deux types de particules virales infectieuses. Donc, la forme dite bourgeonnée, qui sont donc des particules virales libres à l'extérieur, libérées à l'extérieur des cellules infectées, et des formes associées aux inclusions ou corps d'occlusion nucléaire. Donc, je vais noter ça parce que c'est un peu pénible chez les baculovirus. On parle de corps d'occlusion. Et une particule virale infectieuse que l'on devine ici, encastrée dans cette sorte de amas de protéines, s'appelle une particule virale occludée. Donc, les deux types de particules virales infectieuses sont des particules libres, bourgeonnées, que l'on retrouve dans le milieu de culture à l'extérieur des cellules infectées, et des formes de particules virales occludées, encastrées dans cette protéine-là, qui forment des corps d'occlusion qu'on voit au microscope dans le noyau des cellules infectées. D'accord ? Alors, les baculovirus infectent beaucoup de cellules d'insectes et on a trouvé deux utilisations pour cette famille de virus. D'une part, comme insecticide biologique, parce que les baculovirus vont avoir un spectre d'hôte assez étroite. Donc, un baculovirus, si on le répand sur les cultures de plantes, il va pouvoir tuer une espèce ravageur spécifiquement et pas toucher des espèces pollinisatrices. Donc ça, il y a plusieurs produits d'insecticides biologiques qui sont basés sur les baculovirus. Et une espèce de baculovirus, le ACNPV, le Autographa californica nucléopolyhedrovirus, a été développé comme un vecteur d'expression de protéines recombinantes.
Et c'est celui-là qu'on va techniquer, qu'on va utiliser au laboratoire. Alors, dernier virus dans notre petit catalogue pour aujourd'hui, ce sont, pour pouvoir faire un exemple d'un virus à ADN simple brun, ce sont les Parvoviridae. Donc là, c'est vraiment le minimum en particules virales. Donc, on a une capside icosaédrique nue, T égale 1, donc vraiment le plus simple qui soit. Donc, on a 12 pentamères qui forment une particule qui renferme un génome en ADN linéaire, bon, ADN simple brun cette fois-ci, de 5 kilobases de longueur. Donc, on en a qui infectent des insectes. Chez les mammifères, on a l'érythrovirus qui est capable de se répliquer de façon autonome et les dépendovirus qui sont les AAV, virus adéno-associés. Et les virus adéno-associés sont appelés les dépendovirus parce que leur réplication est dépendante d'une co-infection par un autre virus. Alors, les dépendovirus ont une particularité qui est assez intéressante, c'est si les dépendovirus infectent une cellule, il va pas être capable de se répliquer de façon autonome, mais il pourra intégrer son génome à un site spécifique du chromosome, j'ai oublié lequel nom, mais sur un site spécifique dans notre génome. Il va rester là sous forme latente jusqu'à l'infection par son virus auxiliaire, qui est soit un adénovirus, soit un herpesvirus. À ce moment-là, le virus auxiliaire va redéclencher l'infection lytique par notre virus adéno-associé. Donc, ces AAV ont été découverts toujours associés avec des adénovirus et dans les préparations. Et ici, c'est un adénovirus et nos particules d'AAV, ce sont ces petites particules-là, beaucoup plus petites. D'accord ? Alors, les AAV, encore pas associés à développement de cancer humain, pas vraiment associés aux maladies humaines. Le B19, oui, c'est associé à une maladie infantile, donc il provoque une infection symptomatique. Mais les AAV, non, pas associés à des symptômes, relativement peu immunogènes. Et c'est pour cette raison-là que des virus adéno-associés ont été développés et utilisés avec succès comme vecteurs de thérapie génique. OK, donc ça c'est un petit peu notre introduction au virus à ADN. Ah oui, voilà, OK. Donc juste pour voir si vous avez suivi un petit peu là, qui c'est qui peut persister sous forme latente? J'aurais dû garder ça pour la semaine prochaine. Désolé. Ouais, écoute, ça nous fait une petite pause. Non, je n'ai pas démarré, excusez-moi. OK, là, j'ai démarré. OK, pas mal ça, pas mal. OK, tout le monde a bien compris les herpesvirus? Oui, absolument, c'est leur grande spécialité. Parvovirus, oui, également, surtout pour les dépendovirus. Lorsqu'ils infectent une cellule et le virus auxiliaire n'est pas présent, ça va mener à une infection latente. Et il y a 2 personnes qui le savaient sans que je le dise. Polyomaviridae aussi, il y a une infection latente.
On est infecté dès l'enfance, mais il reste sous forme. C'est pas sûr que c'est vraiment une latence ou une infection à bas bruit, mais en tout cas, oui, une infection persistante. Adénovirus, baculovirus, non. Infection aiguë systématiquement. Ok, donc on a une dizaine de minutes. On va essayer d'avancer un petit peu quand même. Ouais. Alors, juste pour les généralités, pour la réplication et l'expression des génomes chez les virus à ADN. Donc, le matériel génétique viral, c'est de l'ADN double brin. Okay, donc, ce que le virus doit faire, c'est exprimer ses gènes. Donc, il doit transcrire des gènes en ARN messager qui vont ensuite être traduites en protéines par les ribosomes cellulaires. Mais pour cela, bon, on a besoin d'un ARN polymérase, une enzyme pour vous faire une coiffe sur les ARN messagers, et aussi les facteurs de transcription qui vont se fixer sur l'ADN viral, qui vont permettre la transcription des gènes viraux. Donc on a besoin un peu de ça pour réussir à exprimer ces gènes. Pour répliquer l'ADN, bon, on a besoin d'enzymes, d'ADN polymérase, hélicase, etc. On a besoin de cibler, que ces enzymes ciblent une origine de réplication virale, parce que lorsque l'ADN viral rentre dans une cellule, ça va être 5 kilobases ou 100 kilobases d'ADN double brin, mais dans votre cellule, vous avez 3 milliards de paires de bases, fois 2, dans une cellule diploïde. Donc l'ADN viral qui rentre, c'est rien. Donc si on ne cible pas la machinerie de réplication de l'ADN spécifiquement sur le génome viral, bah, il ne sera jamais répliqué de façon efficace. Donc il faut cibler ces enzymes sur une origine de réplication virale. Et l'autre truc qu'il faut, c'est le substrat pour la synthèse de l'ADN, des désoxynucléotides triphosphates. Dans une cellule qui ne divise pas activement, il n'y en a pas tant que ça. Donc ça, c'est ce qu'il faut pour répliquer et exprimer le génome d'un virus à ADN. Et en grande partie, les stratégies qui sont employées vont dépendre un peu de où le virus va se répliquer et quel est l'état d'activation de la cellule qui est infectée. Donc la première question pour un virus à ADN, c'est bon, est-ce que je vais me répliquer dans le noyau ou pas? Donc si la réponse est non, ça veut dire que le virus doit apporter par lui-même dans sa particule et coder dans son génome toutes les enzymes nécessaires pour l'expression des gènes, donc l'ARN polymérase, des facteurs de transcription et tout ça, toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN. Donc ça, c'est possible qu'avec un gros génome. Donc les virus à ADN qui se répliquent dans le cytoplasme sont plutôt les virus, des grands virus ADN. Donc les poxvirus et les virus géants comme le mimivirus, le pandarovirus, etc. Donc ces virus-là font tout à peu près pour eux-mêmes en termes de réplication et d'expression de génomique. Alors, si la réponse est oui, je vais me répliquer dans le noyau. Deuxième question, c'est est-ce que la cellule que j'infecte est en train de se diviser activement? Donc, si la réponse est oui, ça veut dire que dans la cellule infectée, il y a toutes les enzymes nécessaires pour exprimer les ARN messagers, ok. Et il y a également toutes les enzymes de l'hôte nécessaires pour répliquer l'ADN, qui sont présentes et aussi actives. Et donc le virus n'a pas besoin de manipuler la cellule hôte pour lui faire répliquer l'ADN. Donc la cellule est déjà en train de le faire. Donc ça, c'est notamment le cas du parvovirus B19. Le petit virus, parvovirus qui est capable de se répliquer de façon autonome. Il peut le faire parce qu'il infecte des
érythroblastes, des cellules hématopoïétiques qui sont toujours en train de se diviser pour fabriquer des cellules du sang. Alors, si un virus à ADN avec un site de réplication nucléaire infecte une cellule quiescente, alors les enzymes de l'hôte, l'ADN polymérase, etc., sont peut-être dans le génome de la cellule, mais en fait, elles sont inactives. Donc, alors, l'autre question pour le virus, c'est est-ce que je vais induire le cycle cellulaire dans ma cellule hôte? Donc, si la réponse est non, le virus à ADN peut exploiter l'ARN polymérase et les facteurs de transcription de la cellule hôte, mais en fait, les enzymes pour la réplication de l'ADN, le virus doit les apporter et les coder lui-même. Donc ça, c'est vrai pour les grands virus à ADN qui se répliquent dans le noyau, les herpesvirus et les baculovirus. Ils codent pour leur propre ADN polymérase et aussi tous les cofacteurs. Alors, si la réponse est oui, je vais induire le cycle cellulaire, ou c'est plutôt, le raisonnement, c'est l'inverse. Donc pour ça, pareil, on a besoin d'un génome qui est assez grand. Si vous êtes un petit virus à ADN, vous n'avez pas vraiment la place dans votre génome de coder pour tout ça. Donc vous êtes obligé d'induire le cycle cellulaire dans la cellule hôte infectée. Et à ce moment-là, vous obligez la cellule hôte à exprimer la polymérase à ADN et tous les enzymes accessoires nécessaires pour répliquer l'ADN. Donc ça, c'est vrai pour les Polyomaviridae, les papillomavirus, donc les HPV qui sont associés au cancer du col de l'utérus, par exemple, et aussi pour les adénovirus, qui sont en partie dépendants des enzymes de l'hôte pour la réplication de leur ADN. Alors, juste un dernier mot sur ça, et puis je pense que je vais m'arrêter ici. Donc, juste pour être conscient de ce dont un virus a besoin, un virus ADN a besoin pour répliquer son ADN. Pour le virus herpès simplex 1, donc il se réplique dans le noyau, mais il ne va pas induire le cycle cellulaire dans la cellule hôte. Ce virus doit exprimer une ADN polymérase, mais il doit aussi exprimer une protéine qui va cibler et fixer l'origine de réplication virale, qui est le UN9. Il va aussi exprimer une hélicase qui va séparer l'ADN doublement à cette origine de réplication, une primase qui va synthétiser l'amorce en ARN, un facteur de processivité qui permet à l'ADN polymérase d'avancer sur l'ADN, une protéine pour fixer l'ADN simple brin sur le brin qui est déplacé. Donc tout ça, c'est nécessaire pour la réplication de l'ADN. Et il faut aussi fournir le substrat pour la réplication de l'ADN, parce que dans une cellule quiescente, les désoxynucléotides triphosphates ne sont pas à une très forte concentration. Il y en a toujours un petit peu pour réparer les lésions dans l'ADN, mais il n'y en a pas énormément. Donc pour fournir les désoxynucléotides triphosphates, il faut une ribonucléotide réductase et une thymidine kinase pour rajouter le premier phosphate sur la thymidine. Alors, des grands virus à ADN peuvent coder pour toutes ces enzymes-là, mais pour les petits virus à ADN, les polyomas et les parvoviridae, un génome juste 5 kilobases de longueur, en ADN simple ou double brin, on a plutôt le minimum. Donc, le virus va coder pour lui-même une protéine qui va cibler l'origine de réplication virale et qui va avoir une activité hélicase pour le séparer un petit peu. Tout le reste, ce sont les enzymes cellulaires qui vont faire le boulot pour les polyomavirus et les parvovirus. Donc je pense que ça, c'est peut-être un bon moment pour m'arrêter parce qu'ensuite, on va regarder un peu plus en détail comment les polyomavirus font ça et 2 ou 3 autres spécificités et problèmes pour la réplication de l'ADN, surtout pour les génomes linéaires. OK, bon, on se revoit lundi.